Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro de FICA, l'échange sans filtre by Volvo Trucks. C'est un rendez-vous pour nous permettre d'évoquer des problématiques que vous rencontrez en tant que professionnel du monde du transport. Et pour ce premier numéro, nous allons nous attarder sur une nouveauté proposée en avant-première mondiale par Volvo Trucks en France. Il s'agit de la solution Battery as a Service pour faciliter l'accès aux camions électriques de ses clients. Et pour en parler, nos trois invités sont un petit peu les instigateurs de cette solution. Ils sont avec nous aujourd'hui. Jérôme Flassaillet, Fabien Walsh et Pascal Mégevant. Bonjour à tous les trois. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous. On va commencer par vous, Pascal Mégevant. Je vous laisse vous présenter pour commencer. Donc Pascal Mégevant, je dirige avec mes frères Bernard et Frédéric une entreprise de transport implantée en Haute-Savoie. 22 moteurs, plus de 50% du parc déjà décarboné avec du GNV et un véhicule électrique. Impliqué par ailleurs pas mal dans les travaux de la décarbonation au sens large depuis 2010 à peu près. Donc on peut dire que je maîtrise un petit peu le sujet. Jérôme Flassaillet, je vous laisse vous présenter. Donc Jérôme Flassaillet, je suis en charge du développement de l'électromobilité pour Volvo Trucks France. Et Fabien Walsh. Bonjour, Fabien Walsh, responsable de l'innovation pour Volvo Trucks en Europe. Et donc, mon rôle est notamment de travailler sur les nouveaux business models liés au passage à l'électromobilité. Donc vous avez travaillé tous les trois ensemble sur cette solution Battery as a Service. On va peut-être partir de votre problématique à vous pour commencer, Pascal Mégevant, qui était celle du financement. Avant toute chose, financer un camion électrique, puisqu'on le rappelle, un camion électrique est un investissement plus important qu'un camion dit traditionnel au diesel et thermique. Comment est-ce que déjà vous, dans votre entreprise, vous avez mûri la question du passage à l'électrique ? Le passage à l'électrique s'inclut dans la démarche globale de la stratégie d'entreprise qui est justement la décarbonation. C'est-à-dire qu'on propose à nos clients depuis un certain nombre d'années maintenant des solutions décarbonées. On a commencé avec le GNV et on ne s'est jamais interdit de regarder de nouvelles technologies, de nouveaux moyens de décarboner, puisque ça rejoint aussi quelque chose qui est important chez nous dans notre démarche, c'est de nous reposer sur un mix énergétique. Parce que dans tous les cas, c'est ce qu'on conservera, quoi qu'il arrive. Donc on est passé, encore une fois, on a passé pas mal de temps avec le GNV, on en a fait le tour aujourd'hui, on a 10 véhicules sur 22 qui roulent au GNV quotidiennement sans que ça impacte l'exploitation. Donc c'est quelque chose qui est complètement intégré dans l'entreprise. On a, grâce à tout ça, aussi mis le doigt ou le pied quelque part dans la contractualisation avec nos clients, puisque tous nos véhicules décarbonés sont contractualisés long terme. Donc, ce qui permet de voir un peu venir les choses. Et donc, sur l'électromobilité, du fait des travaux, encore une fois, auxquels j'ai participé avec la feuille de route de décarbonation, où j'ai bien compris, de toute manière, on devra utiliser cette énergie pour plusieurs raisons. On y reviendra plus tard. J'ai bien compris qu'il fallait se prendre à bras-le-corps ce problème et voir comment on pouvait l'intégrer dans notre entreprise. La chose qui m'est apparue très très vite, c'est la problématique du financement. Puisqu'on déstructure complètement notre bilan. Fabien en parlera tout de suite après. Et c'est quelque chose qui m'a paru bien plus bloquant que la techno, que l'implémentation dans les exploitations. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, était un phénomène bloquant. Fort de ce constat, il a fallu trouver une solution. Alors justement, la Battery as a Service, c'est la solution qui permet de répondre à cette problématique-là. Mais avant toute chose, on va peut-être recontextualiser aussi les problématiques que vous rencontrez, vous, en tant que transporteur. Les directives européennes, elles imposent aussi beaucoup de choses à tous ces transporteurs. Peut-être que Jérôme, on peut recontextualiser ensemble quel est le cadre aujourd'hui dans lequel évoluent les entreprises. Alors je pense que ça aura échappé à personne que notre monde change et on s'adapte. Il ne se passe pas une journée sans qu'à la télévision ou dans les médias, on entende parler d'économie, des sociétés, de la société, de l'environnement. Et ça, ce sont les thématiques qui définissent ce qu'on appelle le développement durable. Et la CSRD, donc ça veut dire Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est la réglementation européenne qui s'impose pour les entreprises pour les inciter à reporter des données qui sont extra-financières, qui vont au-delà du simple reportage financier qu'ils ont à faire. Et donc ça concerne plutôt la biodiversité, l'égalité des chances et puis également l'impact qu'ils ont sur l'environnement, que ce soit positif ou négatif. Et sur ce dernier point,
donc l'environnement, la CSRD définit ce qu'on appelle des scopes d'émissions GES, donc gaz à effet de serre, par les entreprises, avec 3 niveaux de scope. Le scope 1 et le scope 2, qui sont les émissions liées à l'entreprise, que ce soit les émissions directes ou indirectes liées à l'énergie, et le scope 3, qui concerne les émissions en amont et en aval de la chaîne de valeur de l'entreprise. Et donc le camion s'inscrit très clairement, directement dans le scope 3 des entreprises qui sont les donneurs d'ordre en fait, de nos clients transporteurs. Alors, si on prend l'exemple de Volvo Trucks comme une entreprise, par exemple, le scope 1, eh bien, c'est par exemple l'énergie qu'on utilise pour, par exemple, nos fonderies. Ça rentre dans le cycle de production. Le scope 2, c'est l'énergie qu'on utilise pour chauffer nos bâtiments, éclairer les lumières dans nos bureaux. Et le scope 3, eh bien, ce sont les camions qui approvisionnent nos usines et les camions en fin de chaîne qui amènent ces véhicules finis chez nos clients. Voilà, donc ça c'est le scope 3. Et le système est tellement bien fait que dans notre scope 3 compte également l'utilisation des véhicules, de nos véhicules chez notre client transporteur. Donc tout le système est complètement interconnecté et nos clients aujourd'hui eh bien, doivent reporter leur bilan gaz à effet de serre pour la comptabilité carbone de leurs clients à eux. Et ça correspond justement à vos réalités, Pascal Mechevant ? Tout à fait. En fait, on commence à voir chez certains de nos grands comptes une démarche qui va dans le sens justement de nous demander les résultats, enfin les relevés, le reporting. Donc ce qui veut dire que même une PME comme la nôtre qui n'est pas du tout assujettie à la CSRD se retrouve embarquée dans l'histoire. Parce que de toute manière, nos clients, pour obtenir la donnée, la data, il y a un moment, il faut qu'ils le demandent à leurs prestataires. Et je voudrais juste compléter le tableau, si vous permettez, de Jérôme. C'est que j'ai toujours perçu la CSRD comme un moyen d'imposer aux entreprises de se poser des questions sur leur vulnérabilité externe. C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut, dans leur environnement, causer un grave préjudice financier, pour le coup, à leur entreprise. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier que la CSRD, même si les textes ont été à la mode Commission européenne comme d'habitude, hein, mais la base, c'est quand même ça. Et si on regarde le TRM de notre secteur, quel est le facteur de risque vraiment premier qu'on va avoir? C'est l'énergie. Donc, le gazole, s'entendant. L'accès au gazole. Okay, donc, si on fait le lien entre tout, on se rend compte que si on veut être encore là demain, il faut tenir compte dans notre gestion, dans notre stratégie, de ce type de réflexion et d'approche. Donc vous êtes sur une démarche de mix énergétique. Vous avez finalement différents camions, différents types d'énergie aussi pour votre activité. Tout à fait, puisque de toute manière, ça nous avait été expliqué, c'est un des petites anecdotes qu'on a connues en 10 ans de décarbonation, si je puis dire. C'est un jour un client qui nous a montré que, en fait, l'énergie, oui, c'est de la techno, oui, c'est une accointance avec un fournisseur ou quelconque, mais c'est avant tout, il faut le voir comme étant un moyen de piloter ses achats. C'est-à-dire qu'on prend les différentes solutions techniques disponibles et l'énergie disponible, et on en fait un panier, voilà, et on répartit les risques. Et ce client-là nous l'a expliqué en 2010-2011. Il a dit, mais regardez l'énergie pour ça. Ne le regardez pas que pour la technologie, ne le regardez pas que pour les émissions de CO2, mais prenez quand même à votre compte que c'est un moyen de piloter vos achats. Je rappelle, quand on était 100% gasoil, on ne pilotait rien du tout. Aujourd'hui, chez Mechevant Frères, sur le bilan et le compte de résultat annuel, la part de l'énergie, quoi qu'il arrive, reste stable. Donc c'est bien la preuve que le mix sert à ça en priorité. Alors pour pouvoir mixer les énergies, il faut pouvoir accéder d'abord aux différents types de camions, notamment aux camions électriques. Et la grosse problématique à laquelle vous vous êtes confrontés, c'est le financement du camion. C'est une problématique qui est, je vous regarde tous parce que c'est commun finalement, une problématique qui est commune à beaucoup de transporteurs. Vous la soulevez, vous, Pascal Mechevant, et vous avez pu l'évoquer directement avec Volvo Trucks en France de par vos liens. Mais vous parlez finalement en votre nom, mais aussi au nom de beaucoup de transporteurs. Oui, tout à fait. En fait, la problématique financière, et on peut se le dire puisqu'on est entre nous, n'est-ce pas, est vraiment de partir du principe que c'est un sujet tabou.
C'est quelque chose qu'on n'évoque pas. Concrètement, les collègues de Jérôme et de Fabien, quand ils viennent nous voir pour vendre un camion, ils nous vendent un véhicule, ils font une définition technique, puis alors vite, on passe le dossier au financement. Mais surtout, on ne parle pas de sous, ainsi dire, entre nous là-dessus. Ça pourrait gâcher la relation. Et donc, je pense qu'il y a déjà un premier tabou là qu'il faille faire tomber, c'est-à-dire que non, c'est pas la faute des transporteurs s'ils ne peuvent pas accéder à une technologie, c'est que le contexte fait que ce n'est pas techniquement possible. Dans le cadre des travaux de la feuille de route de décarbonation, la Banque de France était intervenue et avait confirmé nos propos, n'est-ce pas ? Donc en fait, voilà, ça c'est un fait. Un, on ne se cache pas. Deux, on le reconnaît, on le regarde en face. Et donc, passer d'un endettement x3 à cause de l'électromobilité, aujourd'hui, nos entreprises, quelles qu'elles soient, ont une problématique. Que ce soit de la PME au grand groupe. Le pourcentage est le même. Donc, on a vraiment quelque chose, une problématique forte à ce niveau-là, qu'il faut déminer. Voilà. Et alors, comment ça s'est passé ? Vous avez suggéré des solutions à Volvo Trucks. Vous êtes allé les voir, d'autres constructeurs aussi. Comment ça s'est passé, cette histoire de batterie as a service ? En fait, Jérôme, ici présent, nous a contacté à un moment. Non, je ne dirai pas tout. On va tout savoir en même temps. Hein. Non, Vous avez le droit même de tout dire. qu'en présence de mon avocat. Non, plus sérieusement, Jérôme est venu nous voir puisque justement, ça faisait plusieurs années qu'on regardait à implémenter un véhicule BEV chez nous, puisqu'on a quand même ce marqueur fort de décarboner dans notre entreprise et de tester des solutions un peu innovantes, on va dire. Et à chaque fois, il y a plusieurs murs qui se présentaient à nous, on les tombait petit à petit, mais il en restait un à la fin qui était justement notre banquier. Et quand notre banquier, quand on lui a posé la question, combien de véhicules électriques dans les conditions avant batterie as a service, on peut acquérir 2 sur 22. Et il me dit, après, vous ne venez plus me voir. Donc ça, cette problématique-là, on l'a touché du doigt. Donc, il était impératif dans l'échange qu'on a eu avec Jérôme à l'époque, en plein mois de juillet, c'était de se dire les choses et de se dire en quoi c'était bloquant pour nous. Ce n'était pas un refus de la technologie, ce n'était pas un refus du changement, ce n'était pas le cas chez nous. C'était vraiment une problématique concrète de phénomène bloquant. Donc ça, j'ai pu le transmettre à Jérôme. Comment vous avez réagi quand un client fidèle, d'ailleurs, comme Transport Mégevant vient vous voir et qu'on vous dit, voilà, moi je veux bien ces camions-là, mais je ne peux pas. Alors, je ne sais plus depuis quand date la relation Volvo et Mégevant, Pascal. 2010 ou 2009, dans ces eaux-là, voilà. Le premier camion. Donc, je dirais, la relation, c'est plus qu'une relation client-fournisseur. Je pense que là, on parle plutôt de relation de partenariat. Et ce partenariat, je pense qu'il est tenable parce qu'on partage des valeurs. Alors, ce projet, je pense que Pascal étaiera un tout petit peu, il regroupe le bien-être des conducteurs. Il n'y a qu'à voir les camions Mégevant pour comprendre qu'ils prennent soin de leurs conducteurs. Ils sont tous stickés, ils sont très beaux, ils sont magnifiques. Oui, avec un peu d'options, en effet. Voilà. Également la sécurité. Ce projet en est l'exemple aussi clé avec le premier camion qu'on a fait en batterie as a service. Et puis l'environnement qui est une valeur fondamentale. Et je pense qu'on a ici une entreprise qui fait du transport responsable. Et donc Pascal a dit, voilà, 50% de ma flotte est déjà décarbonée. Ça, c'est faire du transport responsable dans son bassin annoncien, qui est en plus un super spot, pas loin du lac d'Assis. C'est vraiment tout ça est très cohérent. Donc, que l'entreprise Mégevant s'intéresse à l'électromobilité, ce n'est pas une surprise, entre guillemets, parce que pour nous, ça fait vraiment partie de la suite logique. Après, comment nous, on a reçu cette demande, déjà, elle a été extrêmement claire. Je pense que là, Pascal a été très clair sur ses freins, et je pense que ça a été important pour nous d'écouter quels étaient les freins d'un client pour aller sur des sujets comme l'électromobilité, bien les comprendre, et puis ensuite essayer de les traiter chez nous, en interne, pour pouvoir y répondre. Et je dirais là, en première approche, on a essayé de répondre comme on le fait habituellement avec un véhicule diesel, un petit peu comme le font nos clients quand ils passent à l'électromobilité. Ils veulent finalement que ça ne change pas trop leurs habitudes. Mais je pense qu'il faut que chacun, on ait cette capacité à modifier un petit peu ces modèles qu'on a. Nos habitudes, nos repères sont différents. Et donc, je pense que c'est un peu l'arrivée de Fabien dans notre organisation, qui lui a un passé et un background plutôt de comptabilité, d'expert comptable, qui nous a permis d'ouvrir les yeux sur les possibilités offertes par le camion électrique et de le percevoir différemment qu'un véhicule diesel. Et que, si je puis me permettre, et que le client ne disait pas que des bêtises.
qu'il y avait une part de vrai, du coup, une grande part de vrai. Alors concrètement, Battery as a Service, c'est finalement une solution qui est à la croisée de plusieurs chemins. Il y a la comptabilité qui a une place très forte. C'est un petit peu aussi le milieu duquel vous venez, Fabien. Oui. Justement, comment vous avez mis à profit votre expérience passée pour cette solution Battery as a Service ? Oui, alors c'est vrai que c'est la rencontre de plusieurs réflexions. Dans mon rôle focalisé sur l'innovation, c'est vrai que ça faisait un moment qu'on se posait les questions sur l'impact de l'électromobilité et à quel point ça pouvait éventuellement redéfinir les règles du jeu. Et notamment les règles du jeu comptable. J'ai plutôt ce parcours-là de comptable, de financier. Et la comptabilité, c'est un langage. Ça ne fait que retranscrire une certaine réalité. Et donc, on s'est rendu compte, en se reposant les questions à partir d'une feuille blanche, finalement, voilà, qu'est-ce que c'est la réalité dans la réalité technique d'un camion électrique par rapport à un camion diesel ? Qu'est-ce que ça change ? Et c'est là où on a commencé à se reposer les questions. Et effectivement, l'aspect technologique, qu'est-ce que ça change sur la comptabilité ? Qu'est-ce que ça ouvre éventuellement comme possibilité ? Et puis comme contrainte. Donc, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, le passage au camion électrique, c'est un investissement important. C'est une nouvelle technologie qui est différente. Et donc, c'est un investissement qui est 3 fois supérieur, globalement, à un camion diesel. Et donc, ça veut dire, pour des entreprises de transport, ça veut dire des besoins de financement 3 fois supérieurs. Et donc, ça veut dire aussi un endettement 3 fois supérieur. Et les ratios d'endettement, c'est quelque chose d'important, quelque chose que on connaît tous. Par exemple, quand à titre personnel, on veut avoir accès à l'immobilier, on est tous confrontés à ce fameux ratio d'endettement, 30-35% du revenu. Voilà, pour les entreprises, c'est la même chose. Et donc, il y a une limite que vous avez pu expérimenter sur le taux d'endettement. Et donc, la question se pose de comment le financer, mais aussi la question se pose de pourquoi est-ce qu'on a ça ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Et dans le travail qu'on a fait d'analyse de la chaîne de valeur électrique, on s'est posé la question en disant, voilà, un camion diesel, c'est de la mécanique. On achète un moteur qu'on connaît bien, qui a une technologie assez mature, mécanique, et dont on travaille l'utilisation. Un camion électrique, c'est de la chimie. C'est essentiellement une batterie. Et une batterie, c'est quoi ? C'est un réservoir d'énergie, avec une quantité d'énergie définie. Et donc d'appliquer une logique mécanique sur de la chimie, en fait, ça n'avait pas forcément de sens. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faudrait finalement traiter la batterie à part et la séparer. Et ce que les transporteurs ont besoin, c'est de la capacité de la batterie à délivrer de l'énergie. Mais ils n'ont pas besoin d'investir dans cette batterie, de posséder cette batterie. Ça n'apporte rien à l'actif d'une société de transport d'avoir des batteries. Et donc c'est là qu'est venue l'idée de dire finalement... le service dont un transporteur a besoin, c'est l'accès à l'énergie. Et donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, c'est d'où vient l'appellation Battery as a Service. Et donc, c'est là où on a mis en place un contrat de service qui permet en fait de monétiser ou de facturer la batterie en fonction de l'utilisation d'énergie. Alors, pour bien comprendre, il y a plusieurs contrats. Il n'y a pas qu'un contrat de location. Alors, on va peut-être juste bien les positionner pour qu'on se contextualise bien. Il y a différents contrats. Contrat de location sur la batterie, le châssis... Voilà. D'usage de la batterie, si vous permettez. L'usage de la batterie, vous avez raison. Non, on y tient. C'est quelque chose d'important parce que c'est pas simplement une mécanique comptable, c'est vraiment une transposition d'une réalité qui est différente. C'est-à-dire un moteur, c'est une mécanique, une batterie, c'est une chimie. Et économiquement, c'est pas la même chose. Et donc, je pense que la solution qu'on met en place est au plus près de la réalité de ce qu'est un camion électrique. Donc, ce qui est nécessaire, c'est évidemment le châssis. Donc ça, pour lequel on met en place un contrat de location assez classique, avec un coût fixe mensuel, que tout le monde connaît. Et par ailleurs, la batterie est traitée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un composant qui a une durée de vie définie, un composant qui est nécessaire pour l'exploitation du châssis. Et au même titre qu'on a des contrats de services de maintenance qui finalement sont ça, c'est du remplacement de composants. On applique cette même logique à la batterie, c'est-à-dire un contrat de service de batterie, dans lequel on facture l'utilisation du composant. Et donc il y a ces 3 contrats-là, il y a la location du châssis, le service de maintenance et le service d'utilisation de la batterie. Alors concrètement, tous les mois, comment ça se passe ? Vous payez quoi ? Tous les mois, on reçoit, on va dire, 3 factures différentes. Ces 3 factures, avant de signer le contrat entre nous, on l'a fait auditer à notre comptable et nos banquiers également, puisque dans cette histoire, vous l'avez compris, ce sont des décisionnaires au même titre que nous. Et donc on a mis en place, ça nous a valu quelques semaines d'échange, mais c'est normal, on a fait une innovation, on ne sait pas comme ça d'un coup de claquement de doigts. Et donc du coup, il y a plusieurs allers-retours qui ont duré pas mal de temps et qui ont abouti à 3 contrats différents.
3 factures différentes. Et j'insiste vraiment sur le terme, par rapport à la batterie, c'est vraiment un contrat d'usage. Ce n'est pas de la location, parce que pour en avoir échangé avec quelques confrères, ils disent non, ce n'est pas de la location, c'est de l'usage. Et donc, justement, il faut qu'on clarifie, c'est-à-dire qu'on vient payer ce qu'on a réellement consommé. Exactement. Donc ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on paye déjà ce qu'on utilise. Puisque un véhicule qui, pour une raison X, Y ou Z, et on a connu un petit peu ça avec un autre équipement que celui de chez Volvo, il ne roule pas, il n'a pas à nous coûter. C'est ce que fait un thermique, en fait. Okay, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est en partie résolu par cette contractualisation, c'est qu'on laisse le risque, ce que j'appelle le risque batterie, à notre fournisseur. Parce que schématiquement, le contrat fait qu'il doit nous fournir une batterie qui fait avancer le camion. Okay, il n'y a pas d'engagement sur l'autonomie et autres, parce que ce n'est pas ce qu'on cherche, mais au moins que la batterie corresponde, comme les contrats Gold de maintenance, correspondent à un cahier des charges et que ce soit tenu dans la durée. Parce que dans ce qu'a expliqué Fabien tout à l'heure, il y a quelque chose de très important pour nous que j'ai décelé depuis très longtemps, c'est que étant un élément chimique, c'est un élément à péremption non contrôlée. Enfin, au moins aujourd'hui. Au moins aujourd'hui, on manque de recul, on manque suffisamment de cas d'usage diffus. Et aujourd'hui, en tant que transporteur, je n'ai pas envie de prendre le risque qui, pour moi, appartient à nos fournisseurs. Donc, le fait de cette contractualisation telle qu'elle a été bâtie nous permet à la fois de payer ce qu'on utilise et deuxièmement, de laisser le risque à celui à qui il appartient. Voilà. On est beaucoup moins compétent en la matière de batterie que peut être la maison Volvo Trucks. Donc chacun son truc, chacun son métier. En termes d'investissement et d'endettement pour vous, de souscrire un contrat comme Battery as a Service, qu'est-ce que ça peut permettre à l'avenir ça permet de réduire l'endettement aussi Comment est-ce que vous le voyez Non, on ne réduit pas l'endettement, on évite de le faire exploser. Donc grosso modo, aujourd'hui, le véhicule FME qu'on a, c'est peu ou prou le coût d'un véhicule GNV. Donc ça, dans notre compte d'exploitation, c'est déjà intégré. C'est-à-dire que même s'il y a déjà un gap entre le véhicule thermique classique et le véhicule GNV, notre exploitation fait qu'on a déjà intégré ce surcoût. Okay, donc c'est à peu près peu ou prou la même chose. Et ce que ça nous permet surtout et avant tout, c'est qu'à partir du moment où là, on rentre dans le débat technologique, on va rentrer dans le débat technologique avec ce contrat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un véhicule qui est capable de faire le job, qui répond aux conditions d'exploitation et qui ne nous empêche pas de travailler, la problématique de financement étant traitée, maintenant, le nombre de véhicules électriques chez nous, je n'ai pas dit que c'était signé pour de bon, est illimité, puisqu'on a le même impact que le véhicule thermique. Donc c'est quand même un verrou qui a sauté, et là, il faut remercier quand même les personnes qui sont en face de moi, qui ont largement œuvré avec toutes les équipes, parce que pour l'avoir proposé à d'autres constructeurs, pour ne rien me cacher, j'attends toujours les réponses. Il y a ça vous le mesurez, le côté sur mesure et avant-gardiste aussi de Volvo Trucks? Je pense que on fait du camion électrique, on commercialise, on produit des camions électriques depuis 2020, donc on commence à avoir un petit peu d'expérience. Et on cherche à chaque fois à lever un petit peu les freins. Alors il y en a qui sont assez simples, d'autres qui sont plus complexes, pour justement que nos clients puissent s'engager plus durablement dans l'électromobilité. Et là, je pense que Pascal vient de l'expliquer très bien. Aujourd'hui, c'est un des freins qu'expriment nos clients pour pouvoir pas s'engager sur un ou deux camions, mais pouvoir s'engager durablement sur plusieurs véhicules. D'intégrer l'entrée des véhicules BEV au même titre qu'un renouvellement ou un investissement qu'on fait avec le thermique. En fait, c'est ça, l'enjeu, il est là, c'est de rendre possible un choix qui est dicté par les conditions d'exploitation, par notre volonté de maintenir une certaine forme, la forme de mix énergétique, et ainsi de suite. On est enfin libre. Voilà. Puis, je crois que c'est important, vous avez beaucoup parlé de décarbonation, et c'est là aussi la transformation, c'est-à-dire qu'on passe d'un métier de transport établi sur une technologie diesel assez mature, avec aujourd'hui plusieurs possibilités qui s'offrent à nous,
qui sont intéressantes au niveau du mix énergétique, ça c'est évident. Et aussi, vous avez beaucoup parlé de ce que vous avez fait avec vos clients pour mettre en avant la décarbonation. Et finalement, c'est ça dont il s'agit pour une société de transport. Est-ce que vraiment, qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans mon bilan? Qu'est-ce que j'ai besoin dans mon bilan financier pour pouvoir faire ça? Et d'investir, de posséder une batterie n'est pas nécessaire à ça. Alors justement, pour parler de comptabilité un peu plus, qu'est-ce qui s'inscrit dans le bilan et où? Est-ce que vous avez été aidé d'experts comptables, de commissaires aux comptes pour établir cette solution batterie as a service? Alors, oui, là on va rentrer dans la complexité des normes comptables. La CSRD, c'est pas la plus compliquée. Non, en effet. La comptabilité est assez avancée en la matière. Et là, ça va dépendre un petit peu du contexte de chaque entreprise. Les normes de référence et les normes internationales, qu'on appelle les normes IFRS, qui ont une certaine façon de voir les choses. Les normes françaises ont une autre façon de voir les choses. Et dans d'autres pays européens, souvent, on a aussi d'autres variantes. Mais les normes internationales étant ce qu'elles sont, finalement, c'est la référence. Et pour beaucoup de financeurs, et notamment les banques, ils ont tendance de toute façon à regarder le bilan des entreprises de la même façon, selon les normes internationales. Et donc c'est là où on a fait aussi ce travail, nous, en interne, assez pointu, assez avancé, de compréhension des normes, de qu'est-ce que ça exige, et de comment est-ce qu'on formalise aussi le contrat pour que le fait qu'on vende un service d'usage soit bien reconnu comme tel, ne soit pas confondu avec de la location, et soit bien traité comme un service d'usage, ce qui permet d'avoir finalement, de façon assez traditionnelle, un châssis au bilan du transporteur, et une batterie qui est traitée comme elle doit l'être, comme un composant. Et donc ça passe en charge d'exploitation. Et donc ça, c'est assez simple à mettre en place. Il a fallu faire de la pédagogie chez vous en interne? Un tout petit peu, oui, puisque la compréhension de ces mécanismes de contrôle, en fait, ça, j'ai pas de souci à le reconnaître. Les discussions assez rapprochées qu'on a eues avec un de nos deux banquiers, c'est le premier qui m'a fait, attendez, je vais vous faire voir comment nous on analyse votre bilan. Ça, personne ne l'avait fait jusqu'à maintenant. Il nous a dit, attendez, on va prendre vos chiffres, puis je vais vous dire pourquoi j'en ferai pas plus que 2. Et il m'a fait voir les règles de calcul qu'ils avaient en interne. Pas, ce qu'ils faisaient en interne, en off. Et c'est là que, quand vous avez compris ce système qui a été fort bien documenté par Fabien dernièrement, c'est clair que, pareil, dans les confidences que j'ai pu récolter tout au long de mon petit parcours de décarbonation, sur un véhicule thermique, le financier prend un risque, vraiment un risque, de financement et de retour de son capital, inférieur à une année. Je la fais courte, en fonction de l'état du marché, en fonction de la vente de la valeur de revente du véhicule sur le marché. Grosso modo, c'est ça. Un véhicule GNV, c'est déjà 18 mois. Un véhicule électrique, personne ne sait. Donc, en plus de la problématique de la simple règle comptable, le banquier, le deuxième élément qui m'a sorti, c'est de dire, mais attendez, je ne vais pas vous financer quelque chose sur lequel la valeur résiduelle, parce que c'est de ça dont on parle, est inconnue à ce jour. Donc, ça faisait, pour lui, ça faisait trop de freins pour qu'il puisse nous accompagner efficacement. Okay, ce qu'il a reçu de la part de la proposition de Volvo avec batterie as a service, c'est qu'il dit, là, je regarde les choses différemment. Parce que justement, vous engagez donc en temps d'endettement qu'à hauteur du montant du châssis. Et ce qu'on a identifié comme la problématique première sur les véhicules BEV, c'est pas de mettre en cause votre capacité technique, technologique à maîtriser la techno. Non, c'est la batterie, puisqu'il y a une forme d'incertitude dessus. C'est plus votre problème. Donc, comme m'a répondu notre banquier, je ne vois plus d'empêchement à vous suivre. Voilà, donc ça s'est vraiment passé comme ça. Et ces deux points, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de tabou qu'il faut crever, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Il y a un moment, il faut parler des choses telles qu'elles sont vécues par nos partenaires pour arriver à avancer. Et c'est encore une fois ce qu'on a fait là dans ces travaux. Et du côté Volvo, il a fallu mettre en place de nouveaux process. Comment est-ce qu'une solution comme batterie as a service, elle s'installe finalement, elle s'intègre à un système qui est déjà bien en place quand on vend des camions? Alors je dirais, grâce à ce genre d'initiative et de co-développement,
Donc aujourd'hui, on est toujours en train d'acquérir aussi et d'apprendre sur ces nouveaux modèles-là. Et donc, chez nous, c'est relativement simple, je dirais. On parle d'un contrat de location, d'un véhicule, dans lequel on a un loyer fixe qui correspond au châssis, un service d'utilisation de la batterie qui concerne donc l'usage de la batterie, pas l'électricité qu'on met dedans. Notre client a bien son contrat avec son fournisseur d'énergie. Et puis, une troisième facture qui vient concerner le service d'entretien, contrat d'entretien. Donc, chez nous, voilà ce que ça veut dire très concrètement. C'est notre capacité, dans notre captive financière, à mettre en place ce contrat et ces 3 facturations et à les suivre durablement dans le temps. Aujourd'hui, c'est bien en place. Il y a encore des ajustements ? Oui, aujourd'hui, on s'est donné le temps justement de co-construire cette solution-là. Ça fait quelques temps qu'on y travaille. On a un véhicule qui est à la route, qui tourne déjà depuis un petit moment. Donc c'est quelque chose sur lequel on est assez confortable, suffisamment confortable justement pour être prêt à le déployer. Et on a d'autres discussions en cours. Donc on pense que c'est une solution qui va faire partie, je dirais, de l'ensemble de la boîte à outils qu'on va avoir pour effectuer cette transition vers un transport décarboné. Mais effectivement, ça prend aussi du temps de remettre en cause des modèles. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a travaillé en grande proximité avec notre captive financière, Volvo Financial Services, pour qui, eux, en tant que financeurs, puissent aussi s'approprier la nature d'une batterie. Qu'est-ce que c'est une batterie ? Quels sont les risques qui vont avec ? Comment est-ce qu'on mesure l'utilisation ? Se rassurer. On a fait beaucoup de travail aussi sur la data. On a des véhicules qui sont connectés aujourd'hui. On peut mesurer en temps réel l'état de la batterie, la consommation de la batterie. Donc, on a aussi, nous, en interne, dû travailler là-dessus. Et donc, c'est tout ce travail qui arrive un peu à maturité maintenant et qui nous permet aussi d'avancer. Et avec notre client, je dirais, pour s'entendre sur qu'est-ce qu'on entend par utilisation de la batterie. C'est-à-dire que c'est en toute transparence. Transport Mégevant Frères, c'est exactement la consommation de la batterie. Et quand on envoie une facture sur l'utilisation de la batterie, il n'est pas surpris du chiffre, puisque c'est un chiffre qui peut suivre aussi en temps réel. Ça se passe comment, du coup, justement, le suivi ? Il y a une application, il y a un logiciel, comment ça se passe ? Application, oui, on a Volvo Connect pour vérifier justement les items de consommation, de suivi du véhicule. Mais ça se passe plus simplement en bilatéral avec les services de facturation de Volvo Financial Services et qui nous envoie un décompte tous les mois. Donc c'est toujours a posteriori, n'est-ce pas ? Donc libre à nous de faire les contrôles qui vont bien. Et comme le dit Jérôme, c'est en toute transparence. On fait nous-mêmes nos propres étalonnages, puisque pareil, on est en phase d'apprentissage avec le véhicule électrique. Et comme on l'a fait avec le GNV, on s'intègre dans une démarche d'apprentissage avec les équipes, avec tout le monde. Est-ce qu'on vous questionne autour de vous ? Est-ce que vous arrivez à faire comprendre ce système de batterie de service, ou est-ce que il faut le traduire ? Ce qu'on est un peu en train de faire en ce moment d'ailleurs. Je ne suis pas représentant de la marque Volvo, n'est-ce pas ? Je le dis quand même. Non, je réponds simplement à des questions. Et c'est vrai que depuis qu'on a commencé à communiquer sur ce nouveau service, j'ai eu quand même pas mal de questionnements, d'étonnements, voilà, de gens aussi qui voulaient avoir la certitude d'avoir bien compris. Ok. Donc pour ma part, c'est relativement positif comme approche. J'ai encore pas eu jusqu'à cette heure de gens qui disent c'est n'importe quoi, ça ressemble à rien. Non, c'est plutôt des gens intéressés, interpellés, on peut le dire, interpellés par la démarche, reconnaissant aussi du travail en commun. Ça, j'ai eu quelques fois. C'est vraiment après tout, nous sommes qu'une PME de 34-35 personnes aujourd'hui. Face à un mastodonte comme Volvo, on est quand même arrivé à travailler ensemble, à se mettre autour d'une table, à définir quelque chose de très, très intéressant. Donc je pense que c'est à souligner aussi. Et ça tient aussi à la capacité des acteurs à écouter, à entendre. Voilà, ça fait partie aussi de l'aventure. Et oui, les questions commencent à arriver. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, le contexte du TRM est complexe, pour ne pas dire compliqué. Et pour pas mal d'entreprises, c'est pas le sujet du moment. La décarbonation n'est pas le sujet du moment, il faut se le dire, je pense. Par contre, on a des entreprises comme les nôtres qui s'inscrivent dans la durée, qui ont pris des décisions stratégiques, qui s'inscrivent dans la durée, et c'est généralement elles qui m'appellent d'ailleurs, qui ont compris le système et sont intéressées. Donc oui, le gros de la troupe, comme on dit, découvrira la solution quand ils seront disposés à
vraiment disposés à pouvoir y accéder à ces nouvelles techno. Mais voilà où on en est aujourd'hui. Donc je peux comprendre que pour certains confrères, le sujet ne soit pas le sujet numéro un. On peut peut-être recentrer un petit peu autour aussi du rôle de Volvo dans Batteries de Service, qui n'est pas fournisseur d'énergie. Vous l'avez dit un tout petit peu, Jérôme, mais c'est bien de le redire, c'est-à-dire que dans les contrats, cela n'inclut pas finalement l'énergie en tant que telle. Hein. Du tout. On n'a vraiment que la partie matérielle, véhicule. Autre aspect aussi bénéfique de tout ce qu'on a fait depuis 10 ans avec le GNV, on est habitué à tout ce qui est clause d'indexation. Et 2 des contrats sur 3 en sont... il y a des clauses d'indexation dans les contrats, ce qui est normal, je veux dire, on l'accepte. Ça fait partie du jeu, justement, d'un bon contrat, que d'avoir ces clauses d'indexation. Donc on est... je veux dire, on n'a rien, nous, en termes de mise en œuvre, on n'a rien trouvé d'exceptionnel. D'extraordinaire, si, parce que Volvo a fait la démarche, mais d'exceptionnel, non, on le maîtrise déjà complètement. Et donc, c'est des choses qui sont assez faciles d'accès pour nous. Il n'y a rien de bien complexe à comprendre, surtout. Si on devait résumer en quelques mots, quels seraient les intérêts, les avantages de Batteries de Service ? Je me tourne côté Volvo. Donc, les avantages, c'est pouvoir proposer une offre qui peut être considérée comme hors bilan par l'expert comptable et puis le banquier. C'est une offre aussi qui permet de ne facturer que ce qui est consommé dans la partie usage de la batterie. C'est-à-dire que je pense que pour les activités où on a un usage qui peut être cyclique parfois, eh bien, notre client n'est facturé que lorsqu'il a des rentrées d'argent puisqu'il travaille. Ça, c'est aussi oui, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Donc, c'est les 2 avantages principaux, je dirais, de cette offre-là. Et bien sûr, le plus important, pour moi, c'est de pouvoir s'engager durablement dans l'électromobilité et pas faire un coup ou 2 avec 1 ou 2 camions, mais de pouvoir s'engager beaucoup plus durablement. D'investir là où c'est possible, nécessaire et souhaitable, avec de l'électromobilité comme avec d'autres énergies. Un des avantages, effectivement, c'est de faire sauter une barrière, de rendre le modèle... viable financièrement au niveau du bilan et de pouvoir aussi le faire monter en volume, en échelle. Un des aspects aussi, ça permet d'ouvrir d'autres discussions et d'autres possibilités, notamment sur ce qu'on appelle l'économie circulaire et sur la façon de retraiter les batteries. Nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi du côté de Volvo, à travers notre filiale Volvo Énergie, de mettre en place toute une chaîne de valeur pour assurer la deuxième vie de la batterie. Et donc, ce type de contrat se prête tout à fait à ce genre d'approche. Et ça permet aussi d'envisager une durée de vie plus longue pour le châssis. C'est-à-dire qu'on peut venir remplacer des batteries sur le même châssis, ce qui permet en fait d'allonger la durée de vie du châssis. Et donc finalement, ça correspond mieux à la possibilité de chaque actif. D'un côté, le châssis qui a une certaine nature, de l'autre côté, la batterie. Donc ça permet aussi d'aller plus loin dans cette logique. Et vos clients, comment est-ce qu'ils réagissent maintenant que dans votre flotte, il y a un camion électrique ? Est-ce que vous avez dû aussi les former, on va dire, à ce contrat-là et à ce nouveau dispositif ? Ce contrat pas en tant que tel, puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous nos contrats, tous nos véhicules à énergie décarbonée sont contractualisés. Donc dans ces contrats, il y a des formules d'indexation, quelle que soit l'énergie, y compris sur le véhicule électrique. Donc non, ça n'a rien changé. J'ai envie de dire que la problématique de l'endettement dont on parle depuis tout à l'heure, elle nous incombe. Elle n'incombe pas un client, lui, ce qu'il regarde, c'est le TCO. Okay. Mais la problématique d'endettement, ce n'est pas son problème, c'est le nôtre. Il nous demande éventuellement de regarder un véhicule à énergie électrique, mais il ne se pose pas la question si c'est possible pour nous de l'investir ou pas. Okay. Donc ça, c'est bien notre problématique à nous. Charge à nous, par contre, de ficeler le contrat correctement, ce qui est fait sans problème, pour que justement on ne prenne pas de risque, ni lui ni nous d'ailleurs, c'est conjoint, sur la durée de l'exploitation du véhicule. Juste pour compléter ce que viennent de dire Jérôme et Fabien, n'oublions pas que, parce que ça on me l'a souvent opposé dans les gens qui m'ont posé des questions, ouais mais si on fait un full service en location, ça ne rentre pas sur le bilan non plus. Le même banquier m'a dit si, parce que comme disait Fabien tout à l'heure, on applique grosso modo les normes IFRS, contrat de location engagement de plus de 12 mois, retraité en endettement. Donc de toute manière ça ne change rien.
Et puis l'avantage aussi que je vois en termes d'avantage de gestion, même si on n'en est encore pas tout à fait là avec cette version du contrat, pardon, je ne désespère pas, n'est-ce pas, c'est que justement on puisse adapter les packs de batterie, la technologie batterie. Mais ça, c'est un autre débat ça va évoluer. Que j'aimerais qu'on mette sur la table aujourd'hui, parce qu'on a fait le plus gros. Mais voilà, c'est vraiment cette souplesse pour nous. Le châssis, on le garde. Le châssis, c'est bon. Par contre, la capacité, l'autonomie du véhicule peut nous poser problème à certains moments. Donc, de pouvoir évoluer, de pouvoir modifier avec des partenaires. Voilà, c'est... La problématique, la problématique du recyclage fait aussi partie de nos inquiétudes, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on va faire de ces batteries au bout de X années ? La solution apportée par Volvo donne la réponse. Donc ça, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement à la fin du contrat ? Donc, à la fin du contrat, donc le camion est en location. Hein, c'est la base même de ce contrat-là. Il revient dans le parc de location. Et il peut être très bien mis à disposition d'autres clients dans de la location courte durée. Ça, c'est une possibilité. Ou on peut aussi le placer en véhicule d'occasion via notre branche véhicule d'occasion. Donc voilà, ça, c'est le deux voies, je dirais, de sortie à la suite d'un contrat batterie as a service. Et est-ce qu'on peut imaginer que ce modèle-là, batterie as a service, il se décline, il se déploie ailleurs qu'en France, sur le reste du marché européen ? Oui, tout à fait. Que ce soit au niveau comptable, financier, technologique, les règles du jeu sont les mêmes partout en Europe. Donc il n'y a aucune difficulté à mettre ça en place. Volvo est présent dans tous les pays européens de la même façon avec sa captive. Donc oui, c'est tout à fait envisageable. Et est-ce que vous craignez la concurrence des autres constructeurs ? Je dirais. Joker. On l'espère, nous l'espérons. Mais pour l'instant, un scope, seul Volvo Trucks se suit. Donc nous, on ne craint pas la concurrence puisqu'on est en train de créer un marché, je pense. Je pense que là, on démontre un petit peu notre capacité d'innovation au-delà de la technologie. Aussi développer de l'innovation sur le financement et accompagner nos clients dans la possibilité de s'inscrire durablement sur ces nouvelles technologies. Donc je pense qu'on a besoin, et il reste encore à mon avis énormément à faire. Complètement. Donc je dirais en innovation, et je pense notamment à l'énergie par exemple, et puis après le recyclage et la seconde vie des batteries. Voilà, donc il reste énormément encore à construire, et je pense que de travailler en co-développement avec les entreprises telles que Beige Mon Frère, eh bien, ça nous aide à progresser et ça aide l'écosystème complet à se mettre en place. Donc si je comprends bien, il y a des perspectives pour faire évoluer batterie as a service, ou en tout cas l'améliorer, le faire évoluer dans les mois, années qui arrivent, tous ensemble ? Comptez sur moi pour être toujours le poil à gratter. Oui, on est encore au début de cette histoire, de la transition. Ça nous concerne, nous, chez Volvo, ça concerne toute l'industrie. C'est pour ça que c'est tellement important qu'on se parle et qu'on travaille ensemble. On a résolu un certain nombre de défis, il en reste encore pas mal. Donc ça va certainement évoluer, oui. Merci beaucoup à tous les trois. On va conclure ce premier FICA qu'on a mené tous ensemble, ces échanges sans filtre, signé Volvo Trucks autour de la solution batterie as a service. C'est donc une première étape dans le chemin des transporteurs vers l'électrique. Donc le travail se poursuit, collectif, a priori. En tout cas, vous êtes tous les trois partants pour pouvoir le mener. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jérôme Flassaillier, Fabien Walsh et Pascal Mégevant. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous, et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des actualités et des contenus de Volvo Trucks sur nos réseaux sociaux et puis en podcast sur la page Un Truck à vous dire. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci.